Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous retrouvons Pascal Zagnoli, notre invité cette semaine, bonjour, Bonjour Maria, bonjour à tous. dans nos studios, puisque on a réussi à vous avoir dans ces studios, secrétaire national du Parti Toudia Nazione Gours. On va parler d'Yvan Colonne, avec cette lettre notamment de Franck Elongabé qui a été envoyée au magistrat instructeur, cette audition qui a eu lieu la semaine dernière, une lettre qui accusait les services de l'État d'avoir commandité en quelque sorte, c'était dit à demi-mot, mais c'était ça, cette lettre qui a été versée au dossier, et puis ce mutisme devant le magistrat instructeur la semaine dernière. Oui, en effet, Maria, on prend acte, bien sûr, des récentes déclarations de Franck Elongabé qui désigne donc les services de l'État comme les commanditaires de l'acte qu'il a commis à la centrale d'Arles. Aujourd'hui, cette lettre vient un petit peu jeter le flou sur un scénario que nombreux sont ceux qui l'avaient d'ores et déjà imaginé il y a 2 ans. Si on avait d'ores et déjà tous admis qu'il y avait à minima une responsabilité d'État sur la possibilité pour Franck Elongabé de commettre cet acte ignoble, dans le sens où il pouvait se balader librement dans la maison d'arrêt d'Arles, alors qu'au vu du profil qui était le sien, on aurait pu imaginer qu'il aurait bénéficié d'un régime carcéral beaucoup plus strict, qui le aurait de facto empêché d'agresser Yvan Colonne ou n'importe quel autre détenu. Et aujourd'hui, donc, en plus de cela, qui était déjà admis dans la tête de nombreux Corses, il y a donc ces déclarations de Franck Elongabé et désormais maintenant le mutisme dont il a fait preuve devant le juge d'instruction antiterroriste. Donc cela nous interpelle, cela mérite des éclaircissements au plus haut niveau de l'État. On attend des réponses à ce sujet, même s'il faut prendre bien entendu les déclarations de Franck Elongabé avec beaucoup de précautions quand on connaît un petit peu le profil de cet homme qui est assez contradictoire dans son comportement et dans ses paroles. C'est un peu ce que disaient les avocats, justement, cette précaution qu'il faut prendre, parce que la lettre, elle est quand même un peu floue. On a l'impression qu'elle a été écrite par deux personnalités différentes. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette thèse, elle avait déjà été évoquée au vu de la commission d'enquête parlementaire, au vu de l'enquête judiciaire aussi, qui laissait un nombre très important de flou, de mensonges, on dit même les avocats. Oui, en effet, déjà, en effet, vous avez raison, Maria, de parler de la commission d'enquête parlementaire qui avait déjà mis la lumière sur de très nombreuses zones d'ombre, sur des contradictions de l'administration pénitentiaire. Donc aujourd'hui, alors que l'enquête, pour l'instant, sur l'assassinat d'Yvan Colonne est toujours au point mort, je pense qu'il faut la relancer, il faut que la justice s'en saisisse pleinement et que nous n'avons rien oublié en ce qui nous concerne de notre revendication de justice et de vérité par rapport à ce qui est arrivé à Yvan Colonne. On continue d'avoir énormément de compassion, bien entendu, pour lui, mais aussi et surtout pour sa famille. Et j'espère très sincèrement que toute la lumière sera faite sur ce qui s'est passé à Arles et que tous les protagonistes, quel que soit leur niveau de responsabilité, seront condamnés le plus lourdement possible. Alors justement, on parlait hier de ce processus de Beauvau. Ce qui avait conduit à ce processus, à l'ouverture de ce processus, c'était la mobilisation de cette jeunesse avec un certain nombre de revendications. Qui n'étaient pas forcément des revendications sur l'autonomie d'ailleurs, qui étaient beaucoup plus des revendications sur Justitia et Verita per Ivan, sur la reconnaissance du peuple. Oui, il y avait un triptyque. C'était d'abord Justitia e Verita per Ivan, Libertà per i prigionieri et a riconoscenza di diritti del popolo corso. C'est un triptyque dont, en ce qui nous concerne, nous n'avons rien oublié pour avoir été partie prenante du collectif de Corté, y compris moi-même à titre personnel. Et en effet, vous l'avez dit, ce drame, ces mobilisations qui ont suivi, ont débouché sur le processus de Beauvau initié par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, désigné directement par le président de la République Emmanuel Macron. Et c'est aussi pour cela qu'en ce qui nous concerne, nous continuons de jouer le jeu du processus, même si ce ne sera pas forcément l'autonomie dont l'on rêve, même si forcément tous nos fondamentaux ne seront pas reconnus et validés. Mais malgré tout, il y a aujourd'hui une phase de discussion avec l'État qui ne se reproduira peut-être pas avant 15, 20 ou jamais. Donc nous, aujourd'hui, on considère qu'il faut aller au bout, qu'il faut discuter, parce qu'on n'a rien oublié de ces mobilisations, on n'a rien oublié de ces heures de discussion entre Corses, dans ces amphis, on n'a rien oublié de cette période de troubles, de lutte sur le terrain, et pas que. Donc aujourd'hui, nous, on dit tout simplement qu'on veut aller à la concrétisation de Beauvau et qu'on veut aller à une solution politique globale. Et c'est en ce sens aussi où je veux réaffirmer que nous n'oublions rien donc, de la quête de justice et de vérité par rapport à Yvan, mais que nous n'oublions rien non plus
de notre revendication, de la libération des prisonniers politiques, de l'arrêt des poursuites pour les personnes qui sont recherchées et surtout de l'abandon des poursuites pour les jeunes et moins jeunes qui sont condamnés ou qui pourraient être condamnés dans le cadre des événements de mars 2022. Merci beaucoup, Pascal Zagno. On va se Maria. retrouver tout à l'heure après le journal de la mi-journée. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous retrouvons le secrétaire national du PNC, Pascal Zagnoli. Bonjour. Bonjour Maria. On évoquait ce matin Yvan Colonne à cette enquête. Vous évoquiez ce triptyque au lendemain de l'assassinat d'Yvan Colonne à la centrale d'Ardes, Justitia Verita per Ivan, Libertà Pei Prigionieri et également la reconnaissance des droits du peuple corse. Est-ce que vous avez le sentiment que la délibération qui a été signée, y compris par le groupe Avansem, que ce soit celle du 5 juillet ou plus précisément celle qui est remontée jusqu'à Gérald Darmanin il y a de cela quelques jours maintenant, est-ce que vous avez l'impression qu'elle prend en compte ce triptyque? Parce qu'on peut aujourd'hui se poser la question. Aujourd'hui, est-ce qu'elle reprend stricto sensu ce triptyque, notamment au travers de la reconnaissance du peuple corse en tant que tel dans la Constitution française? La réponse est non. Maintenant, est-ce que le processus qui a débouché des mobilisations qui ont fait suite au décès d'Yvan Colonne permettra de résoudre un certain nombre de problématiques que subissent les Corses au quotidien et permettra notamment une avancée institutionnelle pour l'île avec une avancée pour la reconnaissance des spécificités de l'île et des Corses plus globalement? Je le crois, même si aujourd'hui il faut être extrêmement prudent. Nous n'avons validé qu'une seule étape, celle qui consiste à être d'accord avec le gouvernement sur une écriture constitutionnelle. Il en reste encore d'autres, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Congrès, puis ensuite les discussions autour de l'adoption d'une loi organique qui viendra cadrer un petit peu ce que sera ce nouveau statut. Donc on va parler avec beaucoup de précautions. Néanmoins, quand on parle de communautés historiques, linguistiques et culturelles ayant un lien singulier à la terre, aujourd'hui, c'est tout simplement la porte d'entrée qui nous permettra demain, dans la loi organique, d'avoir des statuts qui nous permettront de déroger au droit commun français pour reconnaître les spécificités de l'île, notamment en termes de foncier, en termes d'accès au logement, en termes d'aménagement du territoire, pour qu'il y ait une priorité nationale corse au niveau du foncier, peut-être demain au niveau de l'emploi. Évidemment que le chemin parcouru reste immense, mais on vient d'un combat de 60 ans de combat. Ça fait 60 ans que l'on attend une avancée institutionnelle pour l'île. Je pense qu'on peut encore attendre 3 ou 4 mois de plus. On va se faire un peu l'avocat du diable, et en l'occurrence celui de cette jeunesse qui s'est mobilisée, qui a souvent l'impression d'avoir été un peu flouée dans ses revendications et d'avoir été un peu abandonnée sur l'autel de l'autonomie et de ce mot autonomie prononcé par Gérald Darmanin. Moi, je ne crois pas que la jeunesse ait été abandonnée. Vous me permettrez de me considérer encore jeune. Et à plus d'un titre, au-delà de l'âge, mais aussi parce que j'étais dans ces mouvements de jeunes en mars 22, parce que j'étais dans la délégation des jeunes étudiants qui ont pu rencontrer Gérald Darmanin la toute première fois où il s'est rendu à l'Assemblée de Corse en mars 2022, parce que j'ai eu la chance d'échanger avec le ministre de l'Intérieur lors de ces rencontres pour lui rappeler quelles étaient nos revendications, pour lui rappeler quelle était la genèse de ces revendications, mais aussi les problématiques et les contraintes que nous subissions en tant que jeunes ou moins jeunes Corses au quotidien en matière d'accès à l'emploi, en matière de précarité, en matière d'accès au logement ou au foncier. Et moi, aujourd'hui, en tant que jeune, je ne me sens pas délaissé par les discussions qui sont actuellement menées par les élus de la Corse. Il y a des élus qui ont été démocratiquement désignés par les Corses. C'est normal que ce soit eux qui nous représentent à la table des discussions. Maintenant, il y a un niveau d'exigence politique qui est ce qu'il est. Est-ce que l'on aura le triptyque tel qu'on le souhaitait il y a 2 ans? La réponse est non. Mais aujourd'hui, la France, c'est des milliers d'années de jacobinisme. Et ce n'est pas en 2024 ou en 2025 que 8, 9 ou 10 élus qui représenteront l'Assemblée de Corse pourront faire inscrire la notion de peuple corse en tant que tel au sein de la Constitution française. Par contre, je pense qu'il y a des fenêtres et des portes qui sont ouvertes pour avoir des mesures dérogatoires, pour avoir une avancée institutionnelle globale pour l'île, avec un statut d'autonomie, avec un pouvoir normatif transféré à l'Assemblée de Corse sur les compétences qui seront les siennes et qui nous permettront demain de tout simplement améliorer le quotidien des Corses, parce que nous, du côté du PNC, on plaide pour l'autonomie utile, c'est-à-dire une autonomie qui soit au service de la Corse et de son peuple. C'est quoi une autonomie inutile? Une autonomie inutile, ce serait une simple avancée institutionnelle où on aurait le mot autonomie gravé dans la Constitution française, avec une loi organique qui ne prévoirait pas de transfert de compétences nouvelles, qui ne prévoirait pas de transfert de pouvoir normatif, qui ne prévoirait pas de transfert de moyens supplémentaires. Oui, mais il faut faire attention parce qu'en Corse, peut-être plus qu'ailleurs, on aime le symbole, on aime les gros titres, on aime les journées et les délibérations historiques. Moi, je m'attache plutôt au concret, au pragmatisme, au fond.
Et donc je dis tout simplement, attention, nous on est pour l'autonomie, la vraie autonomie, l'autonomie utile, celle qui permettra à la Corse d'aider son peuple au quotidien, mais surtout pour pouvoir aider les Corses au quotidien, il faudra que nous en ayons les moyens, tant sur le plan institutionnel que financier et humain. Merci beaucoup Pascal Merci Zagnoli. Maria. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pascal Zagnoli. Bonjour Maria, bonjour à tous. On parle aujourd'hui du budget de la collectivité de Corse. On a vu le groupe Arondsem, Jean-Christophe Angelini notamment, être très critique à l'endroit de ce budget. On a vu la conférence de presse conjointe donc, du groupe Arondsem et du PNC. Vous avez, en tant que secrétaire national du PNC, également pris la parole pour dénoncer ce budget, pour dénoncer la situation financière de la collectivité. Oui Maria, aujourd'hui nous disons très simplement que ce budget est le pire que nous ayons vu et depuis de très nombreuses années. Nous disons tout simplement que la trajectoire financière de la collectivité de Corse n'est pas bonne, qu'elle conduit cette collectivité dans les 3, 4 ou 5 années à venir à la faillite, que les frais de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes, que cette collectivité, pour maintenir un niveau d'investissement équivalent d'année en année, est obligée d'emprunter 100 millions d'euros globalement tous les ans, que les annuités d'emprunt vont à terme mettre cette collectivité à genoux, et qu'à côté de cela, il y a des associations sportives, des entreprises, des communes, des communautés de communes qui attendent désespérément leur argent, qui n'ont plus les moyens de fonctionner. Et paradoxalement à tout ça, malgré un emprunt qui gonfle d'année en année, il n'y a pas de projet structurant dans l'île, il n'y a pas de projet au niveau des énergies renouvelables, au niveau hydraulique, en matière de développement économique, en matière de grandes infrastructures routières. Il n'y a tout simplement rien qui sort. On a sorti une stat depuis 2021. Moins de 3% des délibérations adoptées à l'Assemblée de Corse, commission permanente comprise, concernent des investissements de plus de 10 millions d'euros. Dans la région de France, qui connaît le plus grand retard structurel et infrastructurel et qui connaît surtout le plus grand taux de précarité, je pense que les Corses attendent mieux et méritent mieux. Alors, cette situation délicate, on va dire ça comme ça, elle avait été annoncée depuis de très très nombreuses années, même avant 2021, y compris. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a aujourd'hui plus aucun cap politique, plus aucune direction politique qui est donnée. Et surtout, il y a, je pense, une vision qui fait que c'est de la gestion à très court terme, au jour le jour, et c'est de la mauvaise gestion surtout. Avant 2021, on peut en parler sans rougir. Lorsque nous étions aux affaires, on n'avait pas toutes les commandes en main, bien entendu, mais il y a des projets qui sont sortis. Je peux vous parler d'Aqua Nostra, je peux vous parler, on en parlera peut-être demain, de la DSP aérienne et maritime votée sous l'ère Vanina Borromée, qui est passée sans encombre avec une baisse des tarifs pour les Corses à la clé. Je peux vous parler des infrastructures routières réalisées autour d'Ajaccio par Vanina Borromée, qui représentent plus de 80 millions d'euros d'investissement. Je peux vous parler de la DEC, qui a multiplié par 3 son taux d'investissement entre avant 2015 et après 2015. Donc les exemples sont légion dans les offices et agences où nous étions en responsabilité. Aujourd'hui, faites le tour de ces mêmes offices et agences, il ne se passe rien, ou alors empire. La faute à qui ? La faute à quoi ? Je ne sais pas si c'est la faute à une personne. On ne sait pas gérer, on ne veut pas gérer. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas faire de choix. Or, la politique, ou exercer des responsabilités, c'est l'art de faire des choix. Aujourd'hui, il y a une volonté de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Sauf qu'au final, on ne contente pleinement personne. Et on ne peut pas gérer une collectivité comme la collectivité unique de Corse de cette façon-là. Aujourd'hui, il faut faire des choix. Il faut que les politiques en place décident de quels ouvrages sont stratégiques, de quelles politiques publiques sont prioritaires sur d'autres politiques publiques. Et il faut tout simplement avoir le courage d'assumer ses choix devant les électeurs, et y compris devant les élus des micro-régions concernées. Alors, si la collectivité, comme vous le dites, est dans cette situation aussi catastrophique, comment on peut envisager un transfert de compétences, une autonomie ? Est-ce que c'est intellectuellement envisageable ? Moi, je pense qu'il faut dissocier deux plans. Il y a d'abord, il faut avoir l'honnêteté aussi de reconnaître sur un certain nombre de prérogatives, la collectivité de Corse, en tant qu'organe institutionnel, je dirais, est allée au maximum des compétences qui étaient les siennes à droit constant, et que notamment en matière de foncier, d'aménagement du territoire, etc., je pense qu'il faut aujourd'hui plus de moyens sur le plan législatif, mais aussi sur le plan financier pour la collectivité, pour améliorer considérablement la donne, étant entendu que lorsqu'on parle de transfert de compétences, on parle de moyens financiers nouveaux qui seraient
associés pour les exercer, bien entendu. Puis après, sur le plan plus intellectuel, moi j'entends les critiques des uns ou des autres qui consistent à dire que parce que certaines compétences sont mal exercées de la part de la majorité en place, il ne faudrait surtout pas d'autonomie parce que nous ne serions pas en mesure de nous gérer. Moi aujourd'hui, ce que je veux répondre tout simplement, c'est que ce n'est pas parce qu'à l'instant T, nous sommes mal ou moins bien gérés que pour autant, il faut sacraliser et empêcher une avancée institutionnelle et qu'il faut brader 60 années de revendications politiques et de conflits. Et je veux aussi dire avec beaucoup de clarté et beaucoup d'humilité aussi que celles et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne seront sans doute plus demain et qu'on ne peut pas donc empêcher une évolution institutionnelle à ce titre. Merci beaucoup Pascal Zagnoli. On se Merci. retrouve tout à l'heure. Bonjour Pascal Zagnoli. Bonjour Maria. Secrétaire national du PNC, on parlait du budget de la collectivité de Corse. Jean-Christophe Angelini, lors de la conférence de presse, avançait un certain nombre de faits, notamment des chantiers qui seraient arrêtés, des chantiers qui ont été actés, programmés et qui sont arrêtés faute de budget. Oui, aujourd'hui on met en avant le bruit qui court dans de nombreuses directions de la collectivité. On parlerait d'année blanche. Il y a des chantiers qui sont arrêtés, il y a des entreprises qui n'ont toujours pas été payées pour des travaux déjà effectués, il y a des associations sportives qui ne reçoivent pas leurs subventions, il y a des intercos et des communes qui ne reçoivent pas non plus ce à quoi elles ont droit. On diffère les paiements, tout simplement parce que la situation financière de la collectivité s'est énormément dégradée et qu'aujourd'hui, ils font tout simplement comme ils peuvent avec l'argent qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus. Est-ce qu'il y a un risque pour l'emploi ? J'espère pas, parce que malgré tout, il y a des familles, il y a de nombreuses familles en Corse qui en vivent, donc j'espère que les emplois ne seront pas menacés, mais sur les emplois aussi, il faut avoir la lucidité de dire qu'on ne peut pas continuer comme c'est le cas actuellement, comme c'est le cas depuis de trop nombreuses années. Je pense que de ce point de vue-là, il serait temps de mettre fin à l'abondance, oui. Aujourd'hui, il y a une centaine, grosso modo, de départs en retraite tous les ans, satellites compris à la collectivité de Corse. Nous pensons qu'ils n'ont pas vocation à être tous remplacés de manière automatique. Il faut flécher selon les services publics qui sont à la direction des Corses directement. Je peux penser notamment au secteur social, où il y a de très nombreux besoins. Je peux penser aussi aux routes, à l'entretien des forêts, chez les forestiers sapeurs notamment, où il y a de très nombreux besoins. C'est ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a de plus en plus d'emplois publics tous les ans, et à côté de ça, il y a de plus en plus de demandes et de besoins dans des secteurs qui sont très concrets pour les Corses. Donc nous, aujourd'hui, nous disons qu'il faut tout simplement mieux réorganiser les emplois qui sont créés tous les ans, qu'il ne faut pas renouveler et pas remplacer de façon systématique les départs en retraite et qu'il faut réussir à contenir, voire à diminuer les frais de fonctionnement de la collectivité de Corse. Une fois qu'on a dit que ça ne va pas, où on trouve l'argent ? L'argent, alors nous tout d'abord, je précise que nous avons demandé la tenue d'une commission des finances extraordinaire sur une journée pour pouvoir aborder la situation financière de la collectivité, puisque nous avons travaillé, nous avons des pistes de réflexion et de solutions à amener à la majorité, ou du moins à amener au débat public. Les recettes nouvelles éventuelles, il y a deux pistes. La première, dans le cadre du processus de Beauvau, ce serait un nouveau pacte fiscal et financier avec l'État pour avoir d'une part l'argent qui nous revient, je dirais, de droit, puisqu'aujourd'hui il est acquis que non, la Corse ne coûte pas cher à la France, et ce n'est pas Pascal Zagnoli qui le dit, mais c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc il y aurait d'abord ces nouvelles recettes, ou du moins ces recettes qui sont émises, que ce soit à travers l'impôt sur les sociétés, à travers la TVA, à travers l'impôt sur le revenu qui sont générés en Corse. Et si le processus ne devait pas aller au bout, il y a aujourd'hui des fonds européens qui sont sous-mobilisés par la collectivité de Corse et qui sont notamment attraits au développement des territoires comme le nôtre, à travers des îles-montagnes. Donc je pense qu'il faut maximiser ces financements-là pour essayer d'avoir tout simplement, aujourd'hui la collectivité sur ses fonds propres ne peut plus avoir le niveau d'investissement qui était le sien il y a quelques années, mais il faut aller chercher des financements à l'extérieur pour doper notre économie. Et enfin, la troisième source de financement que nous pourrions imaginer, ce serait de lever une partie de l'épargne des Corses. Il y a grosso modo 10 à 11 milliards d'euros qui dorment sur des comptes et sur des livrets en Corse. On pourrait en mobiliser peut-être ne serait-ce que 10%. Ce serait déjà énorme, ça ferait un gros milliard d'euros fléchés sur les investissements stratégiques et sur le développement économique. Et je précise que toute levée d'épargne devra être soumise à une caution, soit de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne, pour titrer et surtout rémunérer les Corses qui feraient confiance à la collectivité de Corse pour engager une partie de leur épargne.
Donc, ce que vous dites, hein, c'est mutualiser en fait les financements aussi sur la base d'un projet. Bien sûr, il faut un projet de société globale, un plan Marshall d'investissement en Corse aux infrastructures stratégiques et aller chercher en Europe et en Corse les financements qui pourraient nous aider à concrétiser tout cela. Les fonds européens sont sous-mobilisés. Les fonds européens sont sous-mobilisés dans bien des domaines. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces à ce niveau-là, mais concrètement, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire plus précisément? C'est-à-dire plus précisément qu'aujourd'hui, on parle à chaque session de fonds européens, de fonds FEDER, etc. etc. Oui, il y a des fonds européens qui existent, mais en matière de développement des territoires, en matière de développement et d'investissement pour les collectivités publiques et pour les collectivités qui ont une forte insularité comme la nôtre, il y a de très nombreux autres fonds qui existent et aujourd'hui ne sont pas mobilisés par la collectivité de Corse. Pourquoi on les laisse repartir? On ne les laisse pas forcément repartir, ils ne viennent pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas les solliciter du côté de l'Europe. Pourquoi on ne monte pas un dossier? Allez, pour parler... Je ne sais pas, ça il faut demander aux principaux concernés, mais c'est là où je vous dis qu'il y a tout simplement une manne financière nouvelle, y compris à droit constant, et qui pourrait permettre de soulager à minima, de donner une petite bouffée d'oxygène aux finances de la collectivité de Corse. Merci beaucoup, Pascal Zagnoli. Merci, Maria. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invité Pascal Zagnoli. Bonjour. Bonjour. Secrétaire national du Parti Tudia Nazione Corse. On va parler transport. Transport aérien, tout d'abord avec la DSP, Air Corse qui a obtenu, on va dire, Marseille et Paris, pour faire simple. Il y avait une incertitude sur Paris, avec donc Voloté à qui s'était positionné aussi. C'est passé pour cette fois-ci. Vous êtes inquiet pour la prochaine? Mais inquiet à plusieurs raisons. D'abord, nous étions inquiets jusqu'il y a peu, puisqu'en effet, comme vous l'avez dit, pour la première fois, une autre compagnie que le groupement Air Corse Air France s'était positionné sur la DSP Corse et notamment sur la DSP d'Orly. Donc aujourd'hui, bon, il y a une satisfaction générale puisque les emplois d'Air Corse sont préservés puisqu'elle a récupéré donc la DSP et c'est très bien. Mais oui, il y a une inquiétude quant au financement de la DSP puisque l'enveloppe de continuité territoriale ne suffit plus à payer et le maritime et l'aérien. Et donc il y a une inquiétude non seulement pour la prochaine DSP dans 4 ans, bien entendu, mais y compris sur 2025, 2026, 2027, quant au financement. Parce qu'aujourd'hui, Air Corsica est attributaire d'un marché de service public, c'est très bien, mais il va falloir que l'OTC puisse le financer tous les ans. Et aujourd'hui, on sait qu'en enveloppe constante, ce n'est pas possible. Avec les augmentations, avec les augmentations qu'on a pu connaître sur le maritime vis-à-vis du carburant, sur l'aérien aussi. L'enveloppe de continuité territoriale n'a jamais été rehaussée, je crois, depuis les années 80 ou 90. Il a fallu qu'il y ait depuis 2 ans, je crois, des rallonges du gouvernement ponctuels de 15 millions ou de 20 millions d'euros, sauf que ce sont des rallonges ponctuelles. Aujourd'hui, il faut réfléchir à un schéma qui soit pérennisé, qui puisse pérenniser le système de services publics en Corse et surtout qui puisse permettre à Air Corse d'avoir un modèle de développement, y compris peut-être en imaginant de nouvelles lignes, de nouvelles rotations pour ne pas dépendre uniquement de la délégation de services publics. Sortir du coup par coup sur cette enveloppe de continuité territoriale? Sortir de la logique du coup par coup, avoir une vision politique beaucoup plus large, une vision de développement de notre compagnie régionale Air Corse, bien entendu, et surtout anticiper d'ores et déjà 2025 et 2026 pour savoir comment nous allons financer la DSP aérienne et maritime, puisque les besoins sont là, on ne pourra pas du jour au lendemain demander à Air Corse de laisser ses avions au sol. Vous avez des pistes? Il y a plusieurs pistes qui avaient été envisagées déjà il y a quelques années. On avait parlé de créer un groupement notamment européen, y compris au niveau du maritime, au niveau de l'aérien. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir surtout, comme je vous l'ai dit auparavant, à la façon dont Air Corse pourrait ne plus dépendre uniquement de la DSP, c'est-à-dire réfléchir à des lignes nouvelles. C'est déjà un petit peu le cas, hein. Il y a un travail qui est effectué du côté de la compagnie, on ne peut pas le nier, mais réfléchir à des lignes nouvelles hors DSP, sur la France, pourquoi pas, et c'est ma préférence, sur le bassin méditerranéen, le Maghreb, l'Italie, l'Espagne, la Catalogne, réfléchir aujourd'hui à un modèle économique qui permettrait à Air Corse de concurrencer d'autres compagnies en dehors de la DSP. Après, bien entendu, la DSP aurait une part prépondérante dans les activités de la compagnie, puisque c'est entre guillemets son origine historique, hein, de la CCM, de transporter les corps sur Marseille, Nice et Paris. Mais il faut qu'aujourd'hui, la compagnie soit en mesure de développer d'autres activités. Il faut aussi repenser le partenariat avec Air France, parce que Air France, c'était très compliqué. On s'est même posé la question. Oui, il faut très certainement repenser un partenariat avec Air France ou une autre compagnie d'ailleurs, puisque
Il y a aussi du côté d'Air France visiblement des discussions quant au maintien de ses activités en Corse, quant au maintien de ses activités sur Orly également, puisque bon nombre d'escales ont été transférées du côté de Roissy. Donc il y a de très nombreuses discussions et qu'il faut anticiper. J'espère qu'on n'attendra pas 6 mois avant la fin de l'actuel DSP pour réfléchir à tout ça, sinon ce sera trop tard. On est passé pas très loin de la casse industrielle cette fois. Donc maintenant, il faut anticiper les choses. Merci beaucoup Pascal Zagnoli. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pascal Zagnoli. Bonjour Maria, bonjour à tous. Notre invité, secrétaire national du PNC, on a parlé de transport aérien, transport maritime aussi, avec ce souci de l'ouverture de la méridionale et les inquiétudes en fait des syndicats quant à l'avenir de cette DSP. Il y a des inquiétudes dans le maritime, puisqu'en effet, il y a eu visiblement, il y a une volonté de la part de la méridionale et de son nouvel actionnaire CMA CGM, la volonté d'ouvrir une nouvelle ligne Île-Rousse-Toulon. Et donc, en effet, les syndicats mettent en avant le fait que si des lignes hors DSP venaient à se développer, il serait très compliqué par la suite de défendre à Bruxelles le modèle de la DSP Corse si d'autres lignes étaient capables d'être financées en dehors de la dotation de continuité territoriale. Donc il y a de fortes inquiétudes à ce niveau et ça doit interroger, je pense, les acteurs politiques, puisque d'un côté, sur l'aérien, donc on prône un petit peu ce modèle, les lignes hors DSP, et sur le maritime, on se l'interdirait. Donc aujourd'hui, on est tout simplement face à la réalité de ce qu'est un grand groupe, CMA CGM, qui brasse des centaines de millions d'euros de bénéfices par an, qui vient de racheter la méridionale et qui entend la développer avec ou sans DSP. Donc apparemment, la question du fret est résolue puisqu'il y aurait un engagement de la méridionale qu'il n'y aurait donc pas de fret sur la ligne Île-Rousse-Toulon, mais uniquement du transport de passagers, dont acte. Mais maintenant, oui, il faut, on le disait sur l'aérien, il faut que sur l'aérien et sur le maritime, puisque les deux questions sont liées notamment d'un point de vue budgétaire, qu'il y ait une réflexion d'ensemble avec un modèle nouveau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse doit se saisir de la question des transports, des mobilités internes, externes, internationales. On ne peut pas continuer de naviguer à vue avec un modèle qui est vieux de 20 ou 30 ans. C'est pas possible. Le modèle a vécu. Le modèle de la DSP a vécu. Je ne sais pas si c'est le modèle de la DSP en tant que tel qui a vécu, puisqu'aujourd'hui, malgré tout, la DSP est nécessaire. Il y a un principe de réalité. Nous sommes une île montagne dans l'eau, en plein cœur de la Méditerranée. Donc évidemment qu'il y a une nécessité pour nous d'avoir des liaisons maritimes et aériennes qui soient assurées quotidiennement entre la France et la Corse. Et aujourd'hui, la DSP permet à un avion d'Air Corse de partir, même s'il est vide. Et c'est tant mieux pour nos malades qui sont bien souvent dépendants de ces liaisons aériennes quotidiennes. Mais à côté de tout cela, je pense qu'il faut réfléchir à un modèle nouveau, à une réflexion qui soit ouverte sur la Méditerranée, sur l'Europe, quand on parle notamment de liaisons aériennes, y compris de liaisons maritimes. Je pense qu'il ne faut s'interdire rien, mais il faut surtout changer de modèle. On avait parlé à un moment donné des obligations de service public, on a parlé de la compagnie régionale. Aujourd'hui, c'est tout ça qu'il faut remettre dans la balance ? Il faut remettre tout ça dans la balance. On avait parlé du GIEC, le fameux groupement d'intérêt européen, avec notamment sur le maritime. Aujourd'hui, tous ces sujets-là ont, semble-t-il, été enterrés. La compagnie régionale a été aussi enterrée et vendue au consortium avec la Corsica Line. Moi, après, maintenant, je ne vais pas taper sur la Corsica Line ou ses actionnaires. Il y a des emplois, notamment en Corse, qui ont été développés avec une compagnie qui semble compétitive, en tout cas vue de l'extérieur, parce que je ne suis pas un spécialiste du domaine maritime. Mais voilà, grosso modo, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui la collectivité appréhende ce problème et qu'elle réfléchisse, y compris avec ses partenaires privés qui aujourd'hui sont donc le consortium de la Corsica Line et le groupe CMA-CGM pour la méridionale, qu'elle réfléchisse à un modèle nouveau de liaison maritime par rapport au fret, mais par rapport aussi à l'aérien, puisque vous le savez, il y a une seule et même enveloppe budgétaire pour les bateaux et pour les avions, et on ne peut pas non plus servir l'un au détriment de l'autre. Alors on ne va pas refaire l'histoire, CMA-CGM qui n'a pas été attributaire de cette DSP et qui a racheté la compagnie entre-temps. Bon, juridiquement, ça a été acquiescé, accordé, mais justement, est-ce que vous pensez que la politique n'est pas la politique qui était initialement prévue dans la DSP, la politique de ce grand groupe ? Lorsqu'il y a un changement de gouvernance, vient toujours se poser ensuite le changement de politique dans une entreprise. En effet, le groupe CMA-CGM a racheté la méridionale au groupe STEF.
Donc aujourd'hui, on connaît très peu les intentions de cette multinationale qui est déjà portée sur le transport de fret. Ils ont des grues sur les ports de Toulon, sur le port autonome de Marseille aussi, il me semble. Donc je pense qu'il y a une réelle volonté de s'impliquer dans la méridionale avec une vision à très long terme, avec une vision de développement. Est-ce que ce développement et cette vision politique sera compatible avec la vision politique de la Corse et avec la notion même de DSP et de continuité territoriale? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ils doivent s'y tenir, puisqu'il y a un cahier des charges très strict. Ils le savaient au moment de racheter la compagnie. Mais en effet, dans les 3, 4, 5 années à venir, la question peut se poser. Et c'est là où je veux alerter et dire qu'il faut tout simplement anticiper les choses. Alors vous parliez du rôle que peuvent jouer les compagnies et de la restructuration qu'il faudra forcément prévoir dans les compagnies. Mais quel cap pourrait donner la collectivité dans ce cadre-là? La collectivité avait la possibilité, c'est ce qui avait d'ailleurs été prévu en 2015 au moment du premier mandat des nationalistes, mais la collectivité avait la possibilité tout simplement de créer une compagnie régionale ou nationale corse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, elle n'a plus la maîtrise des bateaux, elle a uniquement la maîtrise d'attribuer la DSP tous les 4 ou 5 ans. Néanmoins, elle peut réfléchir avec ses opérateurs privés à un modèle nouveau, à une desserte innovante, qui soit nouvelle d'un point de vue des destinations et du montage financier aussi, parce qu'aujourd'hui, on le sait, de toute façon, le modèle de la DSP, il est très contesté du côté de Bruxelles. Et on ne pourra pas continuer encore 10, 15 ou 20 ans sur ce modèle-là, sauf à accepter d'aller au contentieux tous les ans, tous les 2 ans, avec de très lourdes amendes d'une centaine de millions d'euros qui vont venir gréver un peu plus le budget de la collectivité qui est déjà bien mal en point. Donc je pense qu'aujourd'hui, la collectivité, elle doit faire face à un principe de réalité. Elle doit mettre tout le monde autour d'une table, les décideurs politiques, mais aussi les opérateurs privés qui ont aujourd'hui les manettes de ces entreprises qui sont de très grosses entreprises, et qu'elles réfléchissent tout ensemble, à un modèle nouveau qui soit vertueux d'un point de vue de l'économie, mais qui soit aussi réaliste et maîtrisable sur le plan du développement. Merci beaucoup Pascal Zagnoli, à demain. Bonjour, on retrouve Pascal Zagnoli, notre invité. Bonjour. Bonjour à tous. On parle de santé, parce que c'est un domaine qui a beaucoup intéressé les Corses et qui intéresse toujours beaucoup les Corses avec les déserts médicaux, avec ce projet de CHU aussi. Est-ce que vous avez des infos? Alors, tout d'abord, oui, sur la santé, c'est quelque chose qui intéresse les Corses, et au premier chef, puisqu'on a malheureusement tous autour de nous, voire même nous-mêmes, pour être concernés par des problèmes médicaux. Et ça fait même le lien avec la thématique d'hier sur la DSP aérienne, où bien trop de Corses sont contraints de devoir se déplacer sur Nice, Marseille, voire Paris, pour avoir accès aux soins. Donc, de ce point de vue-là, il y a une rupture d'égalité manifeste au sein de la France, d'ailleurs, qui prétend être unique et unie de la pointe de Bonifacio. Une et indivisible. Une et indivisible de la pointe de Bonifacio jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Et de ce point de vue-là, c'est aussi pour ça que nous demandons la création d'un CHU en Corse, avec une proposition de loi qui a été déposée par notre député, le docteur Paul-André Colombagne. Donc pourquoi un CHU en Corse? Pour cela, simplement pour que les Corses arrêtent, dans une certaine mesure, de partir se faire soigner ailleurs, pour qu'il y ait aussi, il faut le dire, une revalorisation des carrières dans les métiers de la santé en Corse, pour que les jeunes médecins qui sont en fac à Corté ne soient plus contraints de quitter la Corse après leur première année, mais qui puissent faire au moins un cycle de 2, 3 ou 4 premières années ici sur l'île, et avec aussi un CHU multisite qui ne serait pas uniquement basé sur Ajaccio, mais on pourrait imaginer des multisites sur Bastia, Ajaccio, selon les spécialités. Et après, il faut aussi avoir en tête le principe de réalité qui convient de rappeler que non, on ne fera pas tout type d'opération, qu'il n'y aura pas tout type de services médicaux sur l'île, ce sera progressif, mais malgré tout, il y aura une offre qui sera revalorisée et redéployée sur l'ensemble du territoire pour bénéficier directement aux Corses. Pour les années de médecine, 3 ans sont prévus d'ici. Oui, pour l'instant, ce serait en effet les 3 premières années. Puis ensuite, le chemin faisant, je pense qu'on arrivera à grappiller encore d'autres années sur l'île, mais déjà, il y aurait une avancée assez forte, puisqu'on passerait uniquement de la première année de PACES, de PASS, parce que ça a changé de nom maintenant, jusqu'au premier cycle, première, deuxième, troisième année sur l'île, et ensuite, les étudiants seraient pour l'instant contraints de continuer de partir sur Nice, Marseille ou Paris. Ce CHU multisite, ça permettrait de gommer toute rivalité nord-sud? Si tant est qu'elles existent en matière de santé, moi je pense que quand on parle à des gens malades, je pense que peu leur importe je parle des décideurs, de se faire soigner voilà, sur Ajaccio, pas des patients. Sur Ajaccio ou Bastia. Et je pense que le Corse lambda qui a besoin de soins se préoccupe très peu de savoir si le chef-lieu sera Ajaccio ou Bastia. Ce sont des querelles qui, en ce qui me concerne, ne nous intéressent pas d'ailleurs au PNC. On est resté
au-dessus de la mêlée, je dirais, lorsque les polémiques stériles ont fleuri dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une loi qui est déposée qui est ce qu'elle est. C'est une loi dont je dirais le chemin législatif lui permettrait d'aboutir. Et donc, le chef-lieu d'un CHU, c'est toujours le chef-lieu régional. Et aujourd'hui, c'est Ajaccio. Mais en termes de déploiement opérationnel et stratégique, non, tous les pouvoirs ne seraient pas concentrés sur Ajaccio. Il y aurait une répartition entre Corté en tant que ville universitaire, Bastia, parce qu'ils ont aussi un centre hospitalier qui nécessite aussi, hein, j'entends les personnels soignants, qui nécessitent aussi un certain nombre de besoins de restructuration, de travaux. Et le CHU en Corse n'est pas incompatible. Ce n'est pas un CHU pour Ajaccio contre un hôpital pour Bastia. Il faut avoir une vision d'ensemble avec des services qui soient renouvelés pour la population. Un CHU, parce qu'on l'explique à chaque fois qu'on parle de cette thématique, c'est pas un bâtiment, c'est vraiment une organisation administrative, un peu comme à Marseille avec la PHM ou à Paris avec la PHP. Tout à fait, voilà. Le CHU, c'est pas, on ne va pas construire un nouvel hôpital à Ajaccio, ou le nouvel hôpital à Ajaccio n'aura pas l'entité CHU. Le CHU, c'est vraiment une organisation administrative, juridique, financière, avec des moyens nouveaux qui vont permettre de les déployer sur le territoire, dans les hôpitaux d'Ajaccio, Bastia, peut-être Corté-Tatone. Et c'est véritablement donc une politique d'ensemble avec une vision nouvelle de déploiement sur le terrain, une revalorisation pour les carrières et surtout la capacité d'être un petit peu plus attrayant et de faire venir des spécialistes nouveaux en Corse, y compris de faire rentrer des Corses qui ont fait leur preuve dans le domaine de la médecine et qui travaillent sur Marseille et Paris depuis des années, qui pourraient rentrer aussi chez eux, exercer les mêmes responsabilités qui sont les leurs actuellement sur le continent. Cet attrait justement des jeunes médecins, c'est vraiment la pierre angulaire de ce développement. C'est la pierre angulaire de ce développement et je ne suis pas non plus un spécialiste du domaine médical, mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a de très nombreuses zones blanches. On n'a aucun médecin, aucune offre de soins dans des territoires, notamment ruraux, en Corse, mais pas que. Vous prenez un territoire comme l'extrême sud, ils font face à une pénurie de médecins, une pénurie de spécialistes selon les secteurs. Donc aujourd'hui, le CHU, ça va être simplement un appel d'air pour permettre à des jeunes Corses de se former chez eux, de partir quelque temps, sans doute, sur le continent pour finir leur cursus universitaire, et puis de rentrer en ayant une carrière attrayante chez eux, dans leur île, pour soigner les Corses. Alors, vous parlez de ces zones attractives. L'extrême sud, on pourrait penser que c'est une zone attractive pour un jeune médecin. Le centre Corse, avec Corté, avec une université, on pourrait se dire que les médecins rêvent de venir s'y installer, pas du tout. Et pour l'instant, non. Pour l'instant, aujourd'hui, il y a de très nombreuses problématiques sur bon nombre de territoires, et c'est pour ça que l'extrême sud, c'est le bon exemple. Quand on parle de zones blanches et de problèmes d'accès aux soins, on pense toujours à des territoires ruraux très reculés. Mais non, il y a aussi des régions qui pourtant sont très attrayantes, je dirais, géographiquement parlant, et qui pourtant font face à une pénurie de médecins selon les spécialités. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin, de vraies demandes de la part de la population et des professionnels qui exercent déjà, qui disent aujourd'hui on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être supplié, on n'y arrive plus tout seul. Et le CHU, ça peut être une des réponses notamment à ces problématiques. Merci beaucoup Pascal Zagnoli, à tout à l'heure. Bonjour, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Pascal Zagnoli. Bonjour. Bonjour Maria. Secrétaire national du Parti Tudía Nazione Corse, on parlait santé ce matin, on a beaucoup évoqué l'implantation des médecins. Il y a ce combat des infirmières aussi, qui est très important avec cette nouvelle voie, ce nouvel algorithme qui calcule un peu tout ça et qui fait que dans certains endroits, eh bien, les infirmières ne peuvent plus soigner correctement leurs patients. Oui, il y a eu d'ailleurs très récemment un rassemblement sur Bastia où bon nombre de militants de la région du PNC étaient présents d'ailleurs pour assurer de leur soutien. C'est le collectif donc, des infirmiers libéraux. Oui, il y a un problème aussi au niveau des infirmiers et c'est d'ailleurs paradoxal puisque on parlait ce matin même du déficit de médecins dans certaines zones. Et bien, dans certaines zones où il n'y a plus de médecins, ce sont les infirmiers libéraux qui sont le premier maillon, je dirais, des politiques de santé, de l'accès aux soins pour les populations. Et aujourd'hui, même eux sont menacés. Même eux ont du mal à exercer leur métier convenablement à cause d'algorithmes, à cause de lois, à cause de règlements qui sont décidés bien souvent à Paris et qui ne correspondent pas à la réalité du terrain, qui aujourd'hui les empêchent de fonctionner et de gagner aussi leur vie très simplement de leur travail. Ils ne demandent rien de plus, ils veulent travailler tout simplement dans de bonnes conditions et servir le mieux possible leurs patients, rien de plus. Alors, on a vu aussi les difficultés dans le monde hospitalier, on a vu avec la volonté de fermeture de la maternité à la clinique de l'Hospitalet à Porto Vecchio, bon nombre d'installations aussi, on demande des scanners, il y a tout ça aussi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la Corse, dans le domaine de la santé, et comme dans plein d'autres domaines, malheureusement, elle fait face à un retard structurel qui est historique. Vous l'avez dit, la maternité de la clinique de l'Hospitalet
menacé jusqu'à il y a peu. Il a fallu encore une mobilisation politique, populaire, syndicale pour lui octroyer un sursis. On manque de scanners, on manque d'IRM, on manque d'un certain nombre de choses pour tout simplement que les Corses puissent avoir accès aux soins comme n'importe quelle autre personne qui habite en métropole. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle aussi on souhaite se faire entendre, y compris dans le cadre du processus de Beauvau. Dire que la logique comptable, mécanique des ARS, la même logique mécanique et comptable qui aurait pu conduire à la fermeture de Porto Vecchio, elle ne correspond pas à la réalité du terrain. Aujourd'hui, une femme qui est enceinte à Porto Vecchio ou à Bonifacio, on ne peut pas lui demander de monter à la maternité de Bastia et de faire 2 heures de route. Imaginez faire 2 heures de route en plein été avec 38 degrés, des touristes tout le long de la route territoriale, c'est délirant. Donc aujourd'hui, il faut tout simplement un maillage de santé qui soit repensé, qui corresponde à la réalité de notre territoire et qui soit tout simplement accessible à tous, partout. Et au-delà de la mécanique comptable, il y a bien des domaines en France, des domaines publics qui sont ultra déficitaires. Je pense qu'on peut faire l'impasse sur la santé. Il y a une rupture de l'égalité des chances face aux soins? Bien sûr qu'il y a une rupture de l'égalité face aux soins en Corse. Aujourd'hui, quand on a certains types de maladies, on est contraint de partir sur Marseille ou Paris parce que l'offre n'est pas disponible ici. On connaît les coûts que cela engendre lorsqu'on est accompagnant, etc. Même s'il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui se mobilisent en Corse, je pense à INSEM, à la Marito, à toutes ces associations qui aident et ils font un travail remarquable les Corses, mais aujourd'hui, c'est pas acceptable qu'on en soit à se reposer entre guillemets sur le tissu associatif pour avoir accès à des soins de qualité pour partir sur le continent. Aujourd'hui, en matière de santé, il faut qu'il y ait aussi un rattrapage historique en Corse. Merci beaucoup Pascal Diagnoli d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Vos projets Personnels, non, pour les mois politiques, pour les mois et les semaines qui arrivent. Il y a ce congrès du PNC. Nous, il y aura 2 grandes étapes, je dirais. On va reprendre ou continuer du moins notre tournée des régions et militants dans les différentes sections du territoire pour préparer notre AG qui devrait intervenir avant l'été. Et il y a aussi, on l'a déjà annoncé la semaine dernière en conférence de presse, un séminaire sur la question de la fiscalité et du plan fiscal pour une Corse autonome qui devrait se tenir fin avril, début mai. Nous apporterons des réponses très concrètes aux Corses sur ce que pourrait leur apporter l'autonomie d'un point de vue financier et fiscal. Merci beaucoup, Pascal Diagnoli. Cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur nos réseaux sociaux et notre site web www.alta-frequenza.corsica. À très bientôt.